choisir. Ça va. Bon. Et si ça devient noir, ne vous inquiétez pas, ça marche. Ça continue quand même, d'accord. Bien, bonsoir. Donc nous allons commencer cette conférence. Je remercie d'abord Anne Proutot et l'Université catholique de l'Ouest de nous accueillir ici gratuitement dans cet amphithéâtre Dies. Et je le précise, c'est vraiment à titre gratuit, mais cependant, notre association a tout de même besoin de faire quelques dépenses ici ou là, et donc un chapeau vous est proposé à la sortie de cette conférence. Mais surtout, je veux remercier Raphaël Zaguri-Orly de nous accorder de son temps et de son énergie, plus que son énergie, pour faire cette conférence. Je rappelle simplement 2-3 choses. Raphaël Zaguri-Orly est donc un philosophe israélien. Il enseigne actuellement à l'Institut catholique de Paris. Il est directeur de recherche, directeur de programme au Collège international de philosophie et membre associé au Centre de recherche sur les arts et le langage, le CRAL, et il est également membre fondateur des rencontres philosophiques de Monaco. En déclinant comme ça, en quelque sorte, vos titres et fonctions, j'ai l'impression de dire une partie de votre biographie, une petite partie de votre biographie. Et ce n'est pas sans propos, parce que, au contraire de ceux qui alimentent ou qui pensent le mythe de la philosophie pure, dégagée de toute contingence et de toute biographie et de toute contingence, vous pensez, un peu à l'instar de Jacques Derrida, que toute démarche de philosophe doit s'inscrire, et s'inscrit de fait, dans son expérience de vie et dans le moment historique dans lequel il vit, et en l'occurrence dans lequel nous vivons. Avec Raphaël Zaguri-Orly, c'est donc un citoyen juif israélien qui va s'adresser à nous et nous offrir l'éclairage de sa pensée à une heure où, je vous cite, mais peut-être en ajoutant juste une parenthèse, nous assistons à une incontestable neutralisation du politique par l'orthodoxie. Peut-être est-ce que je pourrais ajouter entre parenthèses également par le messianisme en Israël, et que l'espace politique israélien se trouve ainsi revendiqué, accaparé, réapproprié et même détourné, confisqué. On pourrait en dire autant, sans doute, du mot, et peut-être reviendrez-vous là-dessus tout à l'heure, du mot sionisme, détourné, confisqué, et dont le masque, souvent problématique, est trop souvent pris pour le visage. Du livre que je cite, Le dernier des sionistes, écrit avant le 7 octobre, avant les crimes perpétrés par le Hamas et avant la guerre qui est la guerre que nous connaissons actuellement à Gaza, de ce livre, malheureusement, tout, on peut le dire, est confirmé par le développement actuel du conflit israélo-palestinien. Et c'est pourquoi, en lien avec cette thématique du messianisme, nous vous proposons la vente de ce livre sur la table de littérature à la sortie. Mais d'autre part, je pense que votre intention
est également d'indiquer que, certes, il y a ce messianisme problématique et accapareur de la vie politique israélienne, mais il y a aussi, potentiellement au moins, mais en réalité aussi, d'autres types de messianisme, sans doute plus ouverts et plus libérateurs. Je pense, et nous en parlions tout à l'heure, je pense à sans doute la manière dont le rabbin Gilad Kariv vit son propre engagement religieux. Je pense aussi, sous d'autres formes de messianisme ou de messianité, à Olivier Thomas Bernard, qui est professeur à l'école biblique et archéologique de Jérusalem. Ils vivent évidemment leur engagement religieux très, très différemment. Mais je ne veux pas accaparer à mon tour cette fois la parole, et plutôt nous sommes là pour vous écouter. Merci encore d'avoir accepté cette conférence. Merci beaucoup, cher Yves Jouan. Bonjour à tous et à toutes. Je voulais d'abord remercier Yves Jouan, Cécile Parent, Maria Salmon et tous les... Non. Ça va comme ça ? Oui, d'accord. Donc, je voulais remercier les organisateurs, l'association Deux Peuples, Deux États, pour votre invitation. Je me réjouis d'être parmi vous aujourd'hui. Il est rare, je pense qu'on peut dire, il est rare que l'occasion nous soit donnée à nous, Israéliens, de prendre la parole sur les sujets qui nous préoccupent. Et cette prise de parole est capitale. Elle est capitale pour nous, autrement, l'absence de compréhension, d'accueil, d'écoute que rencontrent les Israéliens et de nombreux Juifs aujourd'hui pousse au repli et à l'incommunicabilité, danger suprême pour la démocratie. Je voudrais commencer par dire quelques mots sur le contexte actuel en France, sur la difficulté de parler, de tenir un discours nuancé sur ce qui se passe actuellement au Proche-Orient. L'existence de mon pays, Israël, est devenue une opinion qu'on serait libre d'avoir, pour ou contre. Non seulement je le déplore, mais je le condamne aussi. Au-dessus de nos têtes, à nous Israéliens, on se donne bonne conscience, à gauche comme à droite. On parle de mon pays comme s'il s'agissait d'une opinion, d'un élément accessoire à l'histoire. Nous sommes entourés de gens qui prétendent pouvoir parler de tout et qui présument être en mesure de répondre de tout, entre le roi de la télé-poubelle, Thierry Ardisson, qui décrit ce qui se passe à Gaza actuellement en comparant avec les camps d'extermination d'Auschwitz, une ancienne candidate à la présidence de la République française, Ségolène Royal, qui dit que Netanyahou est la cause de l'antisémitisme dans le monde. Nous sommes épuisés et las de cette absence d'analyse historique, critique, où tout se vaut et qui voit des équivalences partout. Je suis effaré de voir en tant que lecteur et intellectuel, comme on dit, qu'il est acceptable de diaboliser les Juifs et Israël dans certains milieux. Des livres paraissent et sont ouvertement complotistes antisémites, publiés par des grandes maisons d'édition, qui se voient célébrés en ce sens. Je pense notamment au livre de l'écologiste Andreas Malm, dont les livres sont dans toutes les vitrines parisiennes et de France. La production de textes antisionistes qui s'opposent à l'existence même de l'État d'Israël est énorme. Si on prend l'Eurovision, par exemple, il n'existe aucun équivalent au monde en termes de protestation et d'identification. Donc je me pose la question, est-ce que nous sommes seuls à le voir, à le déplorer et à craindre cette situation ? Aucune différence essentielle, et surtout pas quand il s'agit des Juifs, avec une délectation obscène. Nous sommes très troublés, je suis très troublé en tant qu'Israélien vivant en France, de l'hyperfixation accordée au couple Israël-judaïsme. Il me semble que distinguer, évaluer, différencier relève d'une époque lointaine.
sans rien dire ici de la pensée de la singularité du contexte israélo-palestinien, du contexte proche-oriental, de la question juive. Des amis ukrainiens et des amis soudanais semblent être les seuls à comprendre ce dont je parle. Ils me disent, l'Occident et le monde arabe, chacun à sa façon, sont obsédés par vous. J'y vois un mélange fou d'hybris, d'arrogance et de manque de respect profond pour la singularité des événements de l'histoire. En ce qui concerne Trump, allié d'Israël, il y aurait une soi-disant alliance entre Trump et le fondamentalisme messianique chrétien et Israël. Or, personne ne parle jamais de l'alliance de Trump avec l'Arabie Saoudite, avec la Turquie, désormais le Qatar, principal financier du Hamas. Comment considérer dès lors que Trump serait l'allié de l'avenir d'Israël? Depuis quelques jours, en tout cas, on prend conscience de l'extrême mollesse de cette alliance évangélico-trumpisto-israélienne. L'abandon par Trump d'Israël remet non seulement totalement en question l'idée d'une alliance messianico-judéo-chrétienne, mais il pousse aussi plus Israël vers ses derniers retranchements. On entend dans la rue israélienne, ce qui est pour moi absolument catastrophique, qui d'autre peut défendre les Juifs sinon les Juifs? Quelques mots à présent sur ma position politique. Je suis israélien et donc je parle avec attachement et compassion de mon pays et de son avenir. Cela n'est aucunement contradictoire avec le fait que je suis extrêmement critique de la politique de mon gouvernement. Je vais aujourd'hui me concentrer à montrer dans quelle mesure cette politique est liée à un arrière-fond théologico-politique. Vous m'avez invité pour parler de ça. Mon attachement pour Israël et à une certaine histoire du sionisme n'est pas non plus contradictoire avec ma profonde tristesse et compassion vis-à-vis du sort insupportable des civils palestiniens, eux aussi instrumentalisés de toutes parts et qui ont droit à un État, à la paix, à la sécurité, comme leurs voisins. Comment donc dire des choses qui semblent de prime abord contradictoires et incompatibles, tenir les deux bouts, une sorte de double obligation risquant à tout instant de nous paralyser au bord du gouffre, de mettre en péril la parole et l'action politique. Selon moi, il n'existe pas de fidélité à Israël sans la possibilité de la critique et sans celle d'une désolidarisation avec les discours et les actes du gouvernement israélien. Pour moi, ce qui est important aujourd'hui est de soutenir l'opposition israélienne. Comme 70% des Israéliens aujourd'hui, il nous faut parler, malgré le risque de donner des armes aux fonctionnaires de l'antisionisme. Et je peux vous en parler très longuement de tous ces fonctionnaires de l'antisionisme qui pullulent. Et sans ne jamais les mettre sur le même plan, il ne faut pas non plus donner des armes par notre silence ou paralysie à l'extrême droite israélienne. Prendre la parole et rompre les silences est toujours préférable que l'euphorie consensuelle et communautaire, rassurée dans la bonne conscience et le déni de la catastrophe qui dessert profondément Israël. Par ailleurs, un dernier mot en introduction, j'interviens après le 7 octobre, et en tant qu'Israélien, je n'ai aucune intention de faire comme si l'événement n'avait pas eu lieu, avec une violence inédite, comme le feraient les intellectuels et les militants vertueux qui procèdent selon des schémas donnés d'avance et qui s'inclinent devant de grandes simplifications. J'en viens maintenant à ce qui nous occupe. Le messianisme actuellement à l'œuvre en Israël, et c'est donc plus précisément sur cette question que vous m'avez invité à intervenir. Donc je voudrais parler d'une certaine emprise, une emprise à beaucoup d'égards insolite dans notre monde qui se veut, peut-être en France plus particulièrement, sécularisé. Celle du messianisme comme discours de l'évolution et de la finalité de l'histoire. Messianisme comme discours sur la finalité de l'histoire. Et du même coup, comme discours sur la justice, sur la responsabilité, la vie, la mort, un discours particulièrement actif dans la vie politique en Israël,
et dans ce que l'on appelle par commodité le monde juif. Alors je voudrais essayer d'expliquer comment il figure, je parle de la figure messianique. Est-ce qu'on pourrait avoir un peu plus de lumière ici? C'est que je vois assez mal mes notes. Merci. Je peux continuer, en attendant. On n'est pas... Non? Ça va bien, mais que ce soit plus par ici. C'est une scène biblique. Alors. Voilà. Okay. Merci. Ah oui, c'est mieux. Alors, je voudrais essayer d'expliquer comment une figure aussi indéterminée, la figure du Messie, une figure profondément indéterminée et disproportionnée dans la Torah, dans l'Ancien Testament et dans ce qu'on appelle les textes de la Bible hébraïque. Comment une figure aussi indéterminée et disproportionnée dans la Torah et quelque peu différemment dans la tradition juive orale, une notion à la ressource ouverte, indécidable dans la philosophie juive, on est arrivé à s'incarner dans un concept d'histoire, lourdement chargé, métaphysiquement chargé. Un concept qui est, de surcroît, alors largement usé, essoufflé, maintes fois déployé dans l'histoire sous différents noms et différentes figures politiques, eschatologiques, notamment, je pense, au marxisme, plus ou moins laïcisé. Or, cet essoufflement ne l'empêche manifestement pas de continuer de dominer un certain discours historico-politique en Israël et d'irriguer le champ des tentations politiques en Israël et en diaspora, et surtout de considérer qu'il ne ressemble à aucune des effrayantes dérives des idéologies de la fin. Je voudrais essayer de comprendre comment une certaine emprise politique du messianisme, inséparable de la fixation autour d'une figure individuelle, humaine ou quasi-post-humaine, s'est emparée de tout un courant du judaïsme actuel. Comment le rituel de l'onction, vous savez, c'est la traduction française du mot Machar, qui a donné lieu à Mashiach. Comment l'onction des prêtres, des rois, ou dans quelques rares cas des prophètes, qui a fort probablement cherché à les séparer, c'est ça le saint en hébreu c'est la séparation, les séparer certains personnages bibliques du reste du peuple des Hébreux, pour ainsi dire les introniser, sans en faire des messies pour autant, a donné lieu à l'idée courante de téléologie messianique. Je voudrais aussi tenter d'expliquer comment une notion aussi délicate, figure du retrait, figure de la transcendance, dont on ne sait pas et ne devrait peut-être jamais, du point de vue strictement hébraïque, simplement savoir à quel nom, à quelle essence, à quelle logique, à quelle identité elle correspond. Donc une notion qui renvoie dans sa grande subtilité à une temporalité sans présent tuteur, monopolise le discours public en Israël de cette façon, le confisque et le détourne en partie aujourd'hui. Comment cette chose innommable, ou presque, tournée vers l'avenir et excédant toute présence pleine, on est dans la pensée purement hébraïque, là, excédant toute présence stable, on est venu non seulement à se mêler effectivement à nos vies, à être mis à toutes les sauces, mais aussi à régir le quotidien politique de tant de personnes en Israël. Sans ne rien dire du fait qu'il sert et soutient le projet de transition progressive de Netanyahou vers un régime aux caractéristiques autoritaires dont il tente d'assurer la survie à tout prix. Comment une idée qui signifie de façon invraisemblable dans la Torah et dans le judaïsme, pour le dire à la manière d'un Emmanuel Lévinas,
s'est trouvé et se voit historialement thématisé et ramené dans la course de l'histoire. Je voudrais non seulement décrire cette situation qui est dramatique de mon point de vue, dramatique pour le pays, pour son avenir, pour la démocratie, pour le monde juif et pour le sionisme et son élan démocratique, mais aussi en filigrane essayer d'expliquer comment une telle chose est devenue possible. Je voudrais expliquer l'avènement d'une prétention de savoir, de qui ou de quoi on parle lorsqu'il s'agit du Messie. Quel est son mode d'apparition, selon quelles conditions, modalités et exigences il arriverait dorénavant, prochainement, quand ce n'est pas rapidement, immédiatement. Cette question est peut-être plus grave et plus urgente pour l'État d'Israël et pour les Juifs, mais elle concerne de façon moins évidente tous les chrétiens du monde, ainsi que les musulmans de tous les peuples et tous les peuples d'Orient. La question donc du messianisme s'impose indéniablement aujourd'hui dans le débat interne à la société israélienne, que l'on se revendique d'une approche traditionnelle juive, qu'elle soit sioniste ou pas, ou bien d'une approche laïque, critique et démocratique, sioniste ou pas, celui que l'on appelle le public libéral ou le public laïque en Israël se voit entraîné dans une controverse qui lui paraît souvent absurde. De mon côté, je crois que cette question doit être interrogée, débattue publiquement. Toute interrogation sur l'actualité et l'avenir d'Israël devra immanquablement se confronter à cette grande idée d'origine juive, de la tradition plutôt orale, parce qu'il y a très très peu de choses dans la Torah sur la messianicité, sur le Messie. Idée au destin universel qui a refait surface de manière accélérée ces dernières années en diaspora et en Israël. Il suffit d'engager la recherche ou la réflexion sur la question messianique pour se rendre compte à quel point le terrain est miné par ce qu'on appelle le délire historial, c'est-à-dire l'hallucination du moment historique. Ceux qui connaissent un peu le marxisme voient de quoi je parle. L'hallucination du moment historique, la surinterprétation des étapes, la surinterprétation des époques messianiques, et surtout des tournants, par la réappropriation sacrée du devenir historique, par la tentation de l'idolâtrie et l'effet et l'affect sectaire d'un certain judaïsme, par une conception de Dieu et du Messie contenue dans l'histoire. On est très très loin de la pensée juive profonde. Mais dès que cette question est abordée, c'est aussi celle de la détresse, de l'angoisse existentielle de l'israélité qui doit être pensée. On se tourne vers le messianisme aussi par détresse. Du même coup, la question du refus arabe, de la non-intégration et d'un non-accueil sans cesse renouvelé des Juifs dans cette région qui, faut-il le rappeler, ne leur est pas étrangère. Cette question est liée à l'impérialisme arabo-musulman et donc aussi à l'impérialisme chrétien. Dès qu'il s'agit de messianisme, on touche très vite à l'illusion mystico-politique. Je souhaiterais, en me revendiquant d'une approche juive, explicitement sioniste, démocratique et critique, et force est de reconnaître, accablé ces jours-ci, montrer comment l'on peut ressaisir cette idée qui travaille en profondeur le judaïsme et le sionisme et se distancier de la plupart des détournements politiques et historiques en leur nom. On peut et on doit marquer une distance nette et sans réserve avec ce qu'on appelle en Israël aujourd'hui le sionisme religieux, c'est ce courant des kippotes, des calottes tricotées, pas des calottes noires, c'est pas l'ultra-orthodoxie. On peut et on doit marquer une distance sans réserve avec le sionisme religieux, comme le processus rendant effectif et manifeste le soi-disant messianisme juif. Donc mon effort consistera en une reprise de l'idée messianique, en la séparant du biais par lequel le Messie est effectivement présent,
manifeste dans le monde. Donc là, je suis tout à fait en accord avec la pensée juive. Dans et par, en me séparant de l'idée qu'il soit manifeste dans et par l'histoire concrète et le devenir, soi-disant, tangible du sionisme comme religieux. Cela devrait donner une messianicité, mot que j'emprunte à Jacques Derrida, entre autres, incapable d'embrasser l'idée d'un messie. Comment donc ce non-objet dans les textes hébraïques, défiant le discours immanentiste, nous regarde, nous concerne, nous sollicite et nous interpelle, nous Israéliens, nous sionistes, nous Juifs et nous non-Juifs, plus que jamais, et comment approcher ces énormes dangers pour la démocratie et ses potentiels, mais aussi ses ouvertures vers un autre avenir politique. Il en va ici de la messianicité comme ce qui conditionnerait une autre politique. Donc le sionisme est peut-être l'héritier du judaïsme en ce sens-là. Il ne reçoit pas le messianisme comme un objet donné, dans l'ordre d'une tradition déterminée, mais travaille à le déplacer, à le transformer, à le renouveler, en constituant une des tentatives, pas toujours conscientes, de penser le politique comme, ça c'est peut-être la messianicité, comme risque de l'infini, inquiétude du pas encore, inquiétude de l'inaccompli. Le sionisme s'est ouvert à une pensée juive messianique sans Messie. Insuffisamment assumé et affirmé dans et par le sionisme socialiste, le sionisme politique, le sionisme historique, est totalement refoulé et réprimé aujourd'hui par le messianisme sioniste religieux. Ce que nous entendons ici par le mot de messianique ne saurait s'identifier sans se trahir aux figures emblématiques d'une philosophie de l'histoire déterminée. Or, tout discours sioniste devrait s'ancrer à la fois dans la tradition juive, avec et malgré les tensions que l'on connaît avec la démocratie, la modernité et entre les religions monothéistes, dans l'histoire de la philosophie et dans l'expérience des Juifs et des nations, comme dit la Bible. Alors, très rapidement, un tout petit peu de théologie encore, et après on passe à la politique, et là je crois que tout le monde suivra plus facilement. Je voudrais énoncer quand même, parce que c'est important, et parce que c'est une notion qui renvoie à la théologie, et aux relations très complexes entre les religions monothéistes, et entre autres entre le judaïsme et le christianisme. Je voudrais énoncer de manière très schématique une série de réductions à laquelle procède l'idéologie dite du messianisme religieux, du messianisme sioniste, du sionisme religieux. Aujourd'hui, avant de décrire son arrière-fond métaphysique. Donc, ce messianisme sioniste déclenche une infinité de réductions, dont celle de la messianicité elle-même. Réduction du sionisme démocratique à une simple étape nécessaire et dépassable dans l'ordre messianique de l'histoire. Le sionisme laïque, le sionisme socialiste, le sionisme libéral est conçu par le messianisme religieux, par le sionisme religieux, comme une simple étape dépassable dans le processus de l'avènement de l'époque messianique. La réduction de la messianicité à une métaphysique de l'histoire, c'est-à-dire à la conjonction, à la correspondance entre messianisme et événement dans l'histoire. Je vais expliquer ça aussi. La réduction de l'idée de révélation à ce qui se montrerait dans l'histoire, au dévoilement, à l'accès, à la vulgaire clarté du visible. Là, on est en contradiction totale avec l'idée de révélation hébraïque. La réduction de l'idée de rédemption à la régénérescence. La réduction du choix de la vie, donc la grande phrase de la
du texte biblique, vous ferez le choix de la vie, à une modalité sacrificielle de l'histoire. Je vais l'expliquer aussi. La réduction de l'idée de Messie à une forme de la présence dans l'histoire, une certaine idée d'incarnation qui n'est pas du tout l'idée juive de la messianicité. Non, il y a cette réduction qui se fait aujourd'hui. La réduction de Dieu et de la messianicité à des objets dont on prétend faire l'expérience. La réduction de l'événement messianique à venir à la quête spirituelle de mon exister. Bon, ça, phénomène mondial. Les Juifs et les Israéliens n'y échappent pas. Le spiritualisme. Et la réduction de la diachronie radicale du temps messianique au mode de la représentation. Dernière peut-être réduction qui est très importante, c'est la réduction de la politique messianique d'Israël à la puissance, à la souveraine grandeur de l'Empire. Les Juifs n'ont jamais constitué un empire. Le texte biblique n'a jamais rêvé d'empire. Or, il y a aujourd'hui, dans les franges les plus radicales du sionisme religieux, des personnes qui parlent le langage de l'empire. Alors, quelques mots sur le jeu dangereux du gouvernement Netanyahou et des siens. Il faut essayer d'expliquer ce qui se joue derrière l'alliance entre le Likoud, les partis orthodoxes, le sionisme religieux, donc les blocs qui constituent le gouvernement israélien actuel, et la dégradation quotidienne de la démocratie en Israël. Le mépris des institutions politiques issues du sionisme historique. Donc, je voudrais donner un cadre général de la situation et du statut du religieux en Israël pour expliquer les dégâts du messianisme pour l'avenir de la démocratie et d'Israël tout court. Nous assistons de manière accélérée à une incontestable neutralisation de l'espace démocratique par le sionisme religieux et par une partie, alors non messianique pour le coup, de l'ultra-orthodoxie avec le soutien évidemment du Likoud de Benjamin Netanyahou. L'espace politique démocratique israélien, c'est-à-dire la séparation des pouvoirs, la liberté de la presse, l'indépendance de la Cour suprême, des institutions culturelles, des universités, se trouve aujourd'hui de plus en plus confisqué par ces différents mouvements religieux. Entre l'engagement frénétique du sionisme religieux envers le politique et l'affirmation d'intérêts communautaires et strictement communautaires des orthodoxes non sionistes, l'espace politique se trouve commandé par un ordre religieux et surtout messianique nettement opposé à l'exigence démocratique dont se réclame le sionisme. Qu'est-ce que c'est cette exigence démocratique en deux mots dont se réclame le sionisme? C'est la nécessité d'inventer, c'est ça la démocratie, inventer en permanence des possibilités nouvelles de normes et de règles pour faire face aux questions, aux problématiques, aux situations concrètes de la vie d'une société multiple, moderne, actuelle. La distance se creuse de plus en plus entre le monde juif se revendiquant du judaïsme orthodoxe et la démocratie. En effet, la formule qui aura longtemps organisé la plupart des discours sionistes de gauche comme de droite, État juif et démocratique, est aujourd'hui explicitement critiquée, malmenée, comme si l'idée même de démocratie représentait une certaine menace pour ce qu'ils nomment le monde de la Torah et l'identité juive. Comme si la démocratie dissimulait soit l'intention de se retourner contre les Juifs, soit une incapacité foncière à les protéger. Comme si donc la seule possibilité politique pour Israël était de se méfier de la démocratie et de ne puiser son orientation que dans la contestation des institutions qui en émanent et qui permettent sa continuité. Et la conséquence n'est rien de moins que désastreuse. Le judaïsme se voit
désormais dissociée de la démocratie. La démocratie serait étrangère, lointaine, elle appartiendrait aux autres, aux Grecs, aux Européens, aux naïfs, surtout. Il nous faudrait décider entre le judaïsme supposément authentique et le judaïsme étranger, et le judaïsme il nous faudrait décider entre le judaïsme supposément étranger à la démocratie et la démocratie supposément anti-judaïque. En revanche, le retour à nous-mêmes est décrit dans les termes non démocratiques. Nous revenons à nous-mêmes, à nos valeurs propres, nous pensons à nous-mêmes d'abord, et pour cela, il nous faudrait aussi nous méfier de la démocratie. Alors, on ne comprend pas grand-chose à la situation catastrophique que traverse Israël si on n'aborde pas la situation par la question donc de la centralité du sionisme religieux et de sa figure tutélaire. Je vais essayer d'en dire quelques mots. Le Rav Kook. Le Rav Kook, Rav c'est rabbin, le rabbin Kook. On ne comprend pas grand-chose au ralliement du Likoud de Netanyahou au sionisme religieux et à l'ultra-orthodoxie sans connaître l'arrière-fond messianique qui s'est emparé de cette partie de la classe politique israélienne de manière accélérée depuis le retour de Netanyahou au pouvoir. On ne comprend pas comment des partis sionistes, alors mettez-vous dans l'espace politique israélien et dans le drame de la vie quotidienne israélienne, on ne comprend pas que des partis sionistes admettent et cautionnent l'exemption du service militaire à des milliers de jeunes orthodoxes, au moment où des milliers d'autres jeunes du même âge se trouvent sur le front, se battent, reviennent muets de la guerre, comme disait Walter Benjamin, quand ils ne perdent pas brutalement leur vie. Il y a quand même 900 soldats qui sont morts depuis le 7. On ne comprend pas grand-chose à l'acception de cette loi par le gouvernement et le sionisme religieux, malgré l'incompréhension et le sentiment d'abandon énorme qu'engendre à un moment de guerre la non-égalité devant la loi dont bénéficient les jeunes charedim, les jeunes ultra-orthodoxes. Le moteur de la révolution dite juridique ultra-conservatrice, certes, ce n'est pas un phénomène israélien, on connaît le phénomène en Hongrie, en Pologne, en Argentine, aux États-Unis de manière évidente aujourd'hui. On ne comprend pas grand-chose à l'acception, pardon, on ne comprend pas le moteur de la révolution dite juridique ultra-conservatrice actuelle en Israël est la conception messianique qui domine les milieux de l'ultra-droite religieuse. Les quelques laïcs qui la soutiennent le font soit par opportunisme, soit par goût de l'autoritarisme. Ce changement de régime à l'œuvre est fondé dans une idéologie messianique anti-moderne, antidémocratique, qui intervient dans le système éducatif, financé par les impôts du public libéral, par les citoyens israéliens actifs et laïcs. De cette idéologie naît le Forum messianique Kohelet en 2012, un think tank ultra-réactionnaire constitué en grande partie de juifs américains, par des juifs américains, qui souffle à l'oreille du Premier ministre et de son gouvernement. L'idéologie messianique est donc la métaphysique derrière Netanyahou. Elle critique la soi-disant naïveté démocratique quand ce n'est pas sa décadence ou sa déchéance incapable d'arrêter le déchaînement de la violence. 4 combattants de l'unité d'élite Givati ont été tués lors de la nuit du 10-11 juin 2024. 11 d'entre eux étaient grièvement blessés. Le Premier ministre israélien le savait parfaitement. Les membres de sa coalition le savaient parfaitement, mais ils ont célébré avec jubilation, exaltation et mépris pour les familles endeuillées l'adoption
par leur coalition de la loi d'exemption du service militaire des étudiants des yeshivot. Je ne peux m'empêcher de penser ces jours-ci au cri du père de l'otage, Elkana Bourbot, quelques minutes après la publication par le Hamas d'un film de son fils, ayant déclaré le 29 mars 2025 « Sortez dans les rues, pour moi, criez mon cri ». Ce cri, comme tous les autres cris des proches des otages, s'est heurté à la surdité des milieux messianiques. C'est des phénomènes qu'on ne connaissait pas en Israël. Aucun cri ne rompt la trame soi-disant messianique de l'histoire. Cet autre nom pour l'unité essentielle et nécessaire de toute chose et la persévérance d'un sens unique et profond de l'histoire. Dans ces milieux, il n'existe désormais aucune responsabilité ni aucune écoute pour l'autre. Rien n'empêche l'affaissement de la justice dans la justification de la souffrance du prochain, source de toute immoralité, comme le disait Emmanuel Levinas. La mort des autres cesse désormais de susciter l'empathie. Elle cesse de faire question, de susciter l'éveil de la responsabilité. Nous assistons au silence coupable des membres du gouvernement devant des interpellations quotidiennes des Israéliens, des familles, des otages encore à Gaza, pire encore, à leur vulgaire mépris étalé au grand jour. Quelque chose du geste sioniste premier doit être rappelé ici, car il met le doigt sur la puissante logique de justification œuvrant dans un certain judaïsme messianique. En effet, celui-ci promet toujours à l'histoire la survenue d'une certaine bonté et bienfaisance au-delà du mal vécu, au-delà du malheur et des blessures, du deuil et de la déchirure. Au fond, le sionisme libéral, le sionisme dit de gauche, le sionisme dit laïque, s'est insurgé contre la possibilité même d'inscrire les souffrances dans l'histoire, dans le récit auto-justifiant, dans le récit, dans la narration justificatrice de son sens. Tout se passerait comme s'il exigeait du judaïsme, surtout après la Shoah, un face-à-face avec la singularité des catastrophes historiques, elles-mêmes en marquant chaque fois une certaine halte, dès qu'il s'agirait de les approprier dans le déploiement d'un sens de l'histoire, d'un sens messianique généralisé de l'histoire. Aujourd'hui, ce sont les rabbins du sionisme religieux qui mettent en place une infinité de stratégies de justification de la souffrance. C'est une scène profondément inédite, présentant nombre de perspectives pour entrevoir dans la souffrance, essentiellement injustifiée, du point de vue des textes hébraïques, de la pensée juive, essentiellement absurde, une signification, un ordre, peut-être pas nécessairement par embarras devant l'absence de Dieu dans les catastrophes, mais peut-être aussi parce qu'il y aurait une incapacité de lier l'espérance messianique à une absence de sens. Qu'est-ce qui fait halte au mouvement de l'histoire ? Qu'est-ce qui impossibilise la réalisation ou l'achèvement du sens devant l'événement historique singulier ? Ce sont ces innombrables vécus à même ces corps exposés à l'événement historique singulier, là où leur corporéité se voit fragilisée et mutilée avant toute rationalisation, bouleversant l'ordre de l'histoire. Donc en fait, c'est ce qu'un penseur comme Lévinas, par exemple, nomme l'inutilité de la souffrance. Et qui, pour lui, oblige et contraint l'histoire à se déployer autrement. Ce que lui, d'ailleurs, appelle messianiquement, mot qui prend ici un sens tout autre que celui du Rav Kook et du sionisme religieux. Messianicité comme se retournant en responsabilité pour les autres, morts ou vivants. Donc, faut-il rappeler ici que le sionisme s'est élaboré en exil, sur fond de destruction radicale, et d'injustifiable, sur fond d'injustifiable, avec le projet politique
de ne jamais transformer les vies et les morts singulières et les événements irremplaçables du vécu humain en moments généralisables historiquement. On ne comprend pas grand-chose au théâtre de la cruauté auquel nous assistons quotidiennement. On ne comprend rien devant ces explosions de joie messianique, à l'enthousiasme sacrificiel après 1700 assassinés, 101 otages à Gaza, 800 soldats tués depuis le début de la guerre, 5500 blessés, un nombre infini, je ne sais pas si certains sont allés en Israël depuis 2-3 ans, c'est frappant. Nombre de mutilés dans les rues, c'est très très frappant. Des dizaines de milliers de post-traumatiques, atteints profondément psychologiquement, 70 000 personnes déplacées, ayant perdu leur maison, parmi lesquelles 42% sans emploi, des dizaines de milliers de petits commerces fermés, des industries qui ont quitté le pays, ainsi de suite, zéro tourisme. On peut ajouter à ce sombre tableau une image terriblement dégradée d'Israël à l'étranger, une perte de soutien sans précédent dans le monde démocratique, des poursuites judiciaires contre les leaders israéliens. On ne peut appréhender cette réalité sans comprendre la justification messianique de la catastrophe. Dans certains milieux sionistes religieux orthodoxes, on parle ouvertement de miracle et de salvation, plus que jamais depuis le 7 octobre. Évidemment, cette fin de l'histoire ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'événements historiques pour eux, mais bien plutôt que l'histoire ne cesse de se refaire et de se reconstituer, selon la promesse divine. Alors, écoutez, il faut le dire, les laïcs et les libéraux ne se sont jamais sentis aussi fragilisés en Israël. Les institutions démocratiques non plus. Après 1 an et demi d'un cauchemar grandissant, nous arrivons au moment de vérité. Devons-nous continuer notre routine et perdre tout ce qui nous est cher, ou devons-nous engager plus en avant dans la contestation démocratique? Comment sommes-nous arrivés là? Je disais, est-il nécessaire de citer les mots d'Yitzhak Rabin, ministre de la Défense pendant l'accord dit de Djibril, dans le cadre duquel ont été échangés 1151 prisonniers palestiniens contre 3 otages israéliens. Je cite Rabin, « La ferme volonté de ramener tout otage à la maison, en vertu de ce que nous sommes, en vertu de ce que nous sommes, en vertu de notre attachement à la démocratie, en vertu de notre engagement à l'égard des familles et de la souffrance inutile, que vivent les familles, une souffrance morale que personne ne peut et ne doit ignorer, on est très loin de Binyamin Netanyahu, il ne rencontre pas les familles, il ne les rencontre pas, refuse de rencontrer les familles des otages. Bien plus d'ailleurs si cette personne occupe un poste clé au sein d'un gouvernement, nous devrons finalement payer un lourd tribut. Comment est-on donc passé de ces mots de Rabin au plus grand mépris, au dédain, sans nom des membres de la coalition gouvernementale à l'égard des familles des otages et des victimes du 7 octobre? Aussi, il faut le dire, à une forme de sadisme du type « ils ont bien mérité ces gauchistes ». On l'a beaucoup entendu, puisque ce sont des membres de kibbutzim qui ont été particulièrement frappés le 7 octobre. Je voudrais vous citer une de ces scènes particulièrement frappantes face au cri de Ayala Metzger, épouse de Yoram Metzger, enlevée le 7 octobre et assassinée en captivité. Un homme politique issu du sionisme religieux lui a dit « On vous entend bien trop, sortez, bye bye et pas au revoir ». C'est la phrase de Smotrich, bye bye et pas au revoir.
Ce dernier et ses complices ne cachent plus leur volonté de conjurer, de chasser tout ce qui rappelle les victimes et leurs familles. Le sionisme religieux est devenu, première instance, dénégatrice du traumatisme israélien. Alors que des enfants, des soldats, des personnes âgées sont morts et meurent encore dans les tunnels creusés sous Gaza, que sont devenus ces mots d'ordre qui ont toujours accompagné la vie civile en Israël, sur lesquels nous avons tous grandi. On n'abandonne jamais un soldat, on n'abandonne aucun Israélien à l'ennemi. D'où vient cette accusation perpétuelle d'infidélité, de trahison qu'on entend avec de plus en plus de violence en Israël à l'égard du camp libéral. Alors, j'ai préparé des pages sur les origines théologiques du sionisme religieux, mais je pense que ça risque d'être trop long et peut-être trop compliqué. Je voudrais quand même finir sur des notes un tout petit peu plus positives malgré tout, et malgré ce que j'ai décrit comme situation assez dramatique. De façon très sommaire, je voudrais dire que, peut-être contrairement à ce qu'on pense et ce qu'on dit très souvent du sionisme, c'est que l'on nomme Israël, l'espace politique inauguré par le sionisme, ce n'est pas seulement l'affirmation d'une religion millénaire, reconnue, organisée théologiquement, d'une culture identifiable, d'une nation clairement établie et d'une langue distincte et évidente qui se rassemblerait en une identité déterminée. C'est aussi, et peut-être, et ça c'est quelque chose qui manque terriblement dans toutes les analyses de tout ce qu'on entend, dans tout ce qui se dit sur Israël, dans toute la cacophonie incroyable qu'on entend sur Israël, que je dois, moi, évidemment, entendre tous les jours. Israël, c'est peut-être surtout un tourment de questionnement. Un tourment de questionnement infini, c'est-à-dire un mouvement cherchant à excéder toujours les lieux de l'affirmation de soi, les lieux du pur, du propre ou de l'appropriation. C'est-à-dire que ce qui s'est inauguré avec l'espace sioniste, c'est un espace de dilemme, de zone trouble. C'est-à-dire que si l'on doit encore parler en termes de réalisation ou d'accomplissement pour Israël, ils se tiennent, comme disait Vladimir Jankélévitch, quelque part dans l'inachevé. C'est-à-dire, ils ne ressemblent à rien qui aurait déjà été entièrement incarné dans l'histoire. Il ne ressemble à aucune figure historique particulière. C'est-à-dire qu'avec le sionisme, de nouveaux enjeux socio-politico-économiques et théologiques émergent pour les Juifs. Pendant des années, les années qui ont suivi la création de l'État, nous nous sommes préoccupés surtout de survie. Depuis le 7 octobre, la question de la survie se pose et se repose de nouveau. Menacés encore aujourd'hui, nous devons entrer activement dans le concret du politique et nous exposer aux problématiques qui façonnent l'espace public israélien. C'est-à-dire que, il faut le comprendre, les questions d'identité nationale et de démocratie, la définition de ce que constitue un peuple à l'aune de la rencontre de différentes communautés nationales, différentes communautés religieuses, la nécessité d'une sécularisation plus ou moins active dans la construction d'une démocratie juste et égalitaire, le statut de la femme, des non-citoyens, des minorités, la question du genre, la question de l'écologie, toutes ces questions, et évidemment la question palestinienne, toutes ces questions se posent avec une violence inouïe à des Juifs qui ne se sont jamais posés ces questions.
C'est-à-dire que l'histoire juive est une histoire profondément apolitique. Le judaïsme en diaspora ne s'est pas préoccupé de politique. Bien sûr qu'en France, les Juifs, dans la modernité, se sont engagés dans la politique, mais jamais en tant que Juifs, en tant que citoyens. Aujourd'hui, toutes ces questions se posent au judaïsme. Et le judaïsme doit inventer des modalités de vivre ensemble à toutes ces questions pour lesquelles la tradition juive, elle s'est formulée en exil. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'elle s'est formulée en exil? Elle s'est formulée en exil pour une minorité vivant sous l'autorité des non-juifs, sous l'autorité des gentils. C'est les gentils qui faisaient de la politique. Là, maintenant, toutes ces questions se posent. Et c'est très brutal. C'est très violent. C'est très, très violent. C'est-à-dire que jusqu'ici, les Juifs, pour parler comme ça, donc à partir du sionisme, n'étaient pas confrontés de manière aussi brutale aux relations compliquées entre judaïsme, tradition, texte religieux, expérience historique et démocratie. Entre judaïsme, soi-disant fondamental, originaire, moi je ne crois pas que ça existe, de l'originaire, et la démocratie. Dans la mesure où le judaïsme en tant que tel qu'il serait supposément déjà, ça n'existe pas, il est bel et bien compatible avec la démocratie, avec certaines modalités de sécularisation. Donc, cette démocratisation qui s'impose pour toute société moderne, pour toute société hétérogène, pour toute société multiple, s'impose avec une brutalité inouïe dans l'histoire du judaïsme. Donc, je voudrais peut-être finir quand même pour dire que le projet sioniste, dans sa vocation à résoudre la question juive et de normaliser, c'était le mot d'ordre du sionisme, normaliser la condition juive, normaliser la situation des Juifs dans l'histoire, en fait, libère un espace de questionnement inédit et imprévisible pour cette logique de la résolution. Et donc, si l'histoire juive a été largement déterminée par le vécu diasporique, par le regard du non-juif, et vous savez, le regard du non-juif, il est à la fois, évidemment, historiquement, tout le monde le sait, écrasant et pesant, mais d'une certaine manière, il protège de la chose politique. C'est-à-dire que le juif n'avait pas à se confronter à ces questions-là. Et donc, le sionisme, c'est un tourment de questions. Le sionisme, c'est pas on va résoudre la question juive et on va connaître la condition, la vie normale. Le sionisme ouvre un espace de tourment. Il inaugure un espace de tourment. Donc je voudrais vous dire quelque chose pour finir. Quelque chose s'ouvre et se referme tous les jours en Israël. Les lignes oppositionnelles conventionnelles, nation, religion, démocratie, théocratie, homme-femme, indigènes étrangers, judaïsme universel sont bousculés, interrogés, interpellés, sollicités. Et par rapport au débat franco-français, et on en parlera peut-être si vous voulez, au lieu de répéter des slogans identitaires, catégorisants, qui soient nationalistes, messianiques ou postcoloniaux, comme on dit aujourd'hui, Israël serait le fer de lance du colonialisme occidental, ainsi de suite. C'est d'une énormité, c'est juste tellement fou que... Mais voilà. Il faudrait peut-être se mettre à l'écoute de la complexité
de l'espace trouble et troublé, questionnant qui s'ouvre avec Israël. Voilà, je pense que je terminerai là-dessus et puis on peut peut-être discuter maintenant de tout ce que vous voulez. Merci Raphaël Zaghurioli pour cette conférence complète, complexe et complète. Non, elle n'est jamais complète, mais bon. Et justement, tu termines sur ce tourment sur ce tourment de questionnement au pluriel, ouvert par le sionisme et par l'expérience sioniste, en fait. Peut-être même ouvert par le sionisme sans l'avoir projeté. Mais voilà, à ces situations complètes et à complexe, je veux dire, et à cette conférence extrêmement riche, peut-être est-ce que vous avez des questions devant cette situation-là, des questions vraiment à poser. Qui est-ce qui... Voilà. On m'entend dans le micro? Oui. Merci donc pour cette conférence de très haute volée. J'aurais aimé avoir votre avis sur le propos suivant. Récemment en France, 3 personnalités juives, dont une très estimée, qui est Madame le rabbin Orvillard, se sont exprimés, et c'était à ma connaissance la première fois, en plus ou moins, mais se sont exprimés en confessant un malaise profond par rapport à ce qui se passait. Et alors, j'aimerais savoir quel est votre sentiment sur ces interventions qui ont fait un certain effet dans l'opinion que je connais. Oui. Et si vous trouvez, peut-être pas, mais que cela va dans le sens que vous souhaitez. Ouais, c'est une bonne question. Donc vous parlez de Delphine Orvillard, entre autres, mais surtout de la lettre de Delphine Orvillard. D'abord, j'ai exprimé partout, c'est pas que je ne dis pas que je compte dans le débat au même titre que Delphine. Delphine Orvillard est une vraie figure publique très connue, mais je me suis exprimé et j'ai exprimé ma solidarité absolue avec elle. Je vais vous dire les choses comme ça. Après, c'est toujours... je ne me serais pas exprimé de la même manière exactement. Mais je dois dire que, je l'ai dit au tout début, on peut se dire solidaire d'Israël et se désolidariser radicalement de son gouvernement. Je pense que les deux choses ne doivent pas être incompatibles. Alors, c'est vrai qu'il faut prendre en considération les sensibilités. C'est vrai que la sensibilité juive est à fleur de peau. C'est vrai que ce qu'on entend tous les jours quand on est juif, c'est extrêmement difficile, mais on ne peut pas aujourd'hui faire autrement que d'essayer de tenir les deux bouts ensemble, c'est-à-dire se montrer critique sans réserve du délire éléphiste. Je veux dire, je vous épargne les délires quotidiens qu'on entend. Je parle sur l'histoire du sionisme et des amalgames insupportables. Et puis aussi de ce qu'on appelle aujourd'hui la politique du gouvernement israélien. Après tout, le gouvernement Israël ne se réduit pas à ce gouvernement.
et le sionisme encore moins. Donc, je pense que Delphine Orviller a exprimé ce que moi j'ai essayé de dire à ma manière à travers ce que j'ai appelé la double obligation ou la double injonction, qui est celle d'un sioniste attaché à Israël, et je suis profondément attaché à Israël. Je me sens sioniste entièrement, je le dis partout, je le revendique dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'écris, mais je suis profondément critique et extrêmement inquiet alors, pas juste sur la question palestinienne. Delphine s'exprimait surtout sur la question palestinienne. Mais moi, je suis profondément inquiet en tant qu'Israélien pour la sape des institutions démocratiques aujourd'hui par le gouvernement Netanyahou. Donc par le tournant illibéral qu'a pris la démocratie israélienne. Bon, j'ai passé 8 décades de mon âge et dans mon jeune adulte, j'étais profondément marqué par la grande amitié qui existait entre la France et Israël. J'étais profondément marqué notamment par un grand pavé, un roman historique qui s'appelait Exodus et qui a donné un magnifique film à l'époque qui m'a profondément marqué. Vous avez beaucoup parlé de messianisme. La Bible, avant Jésus-Christ, il y avait pas mal de prophètes qui, périodiquement, se faisaient connaître. Et que vous, juifs et nous, chrétiens, nous respectons, le dernier étant Jean-Baptiste. Mais, depuis 2000 ans, vous, elle vit toujours pour vous, pour nous. Il y a eu Jésus-Christ qui a fait la coupure. On dit avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, et pour vous, ça n'a pas de sens. Ça continue. Or, depuis 2000 ans, que je sache, je n'ai pas entendu parler de prophète qui seraient arrivés dans le sionisme. Comme autrefois, Jésus-Christ était un juif. Pourquoi, depuis 2000 ans, vous qui vivez sous l'ancien régime avant Jésus-Christ, vous n'avez plus de prophète? Ou alors, je me trompe? Est-ce que vous pouvez me répondre et m'éclairer là-dessus? Question difficile. Évidemment, je ne peux pas répondre à cette question. D'abord, je ne suis pas sûr que Jésus soit un prophète. Non, j'ai pas dit Oui. Jean-Baptiste. Oui. Jésus, Donc, voilà. même pour les chrétiens. Oui. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire. Il faudrait évidemment expliquer. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le statut de la prophétie dans le judaïsme et aussi sur une certaine répartition du pouvoir et du politique dans le judaïsme. Dans le judaïsme, il y a une théorie qu'on appelle la théorie des 3 couronnes. C'est celle qui a inspiré la séparation des pouvoirs que nous connaissons en Occident. Il y a la couronne de la prophétie, la couronne de la prêtrise et la couronne de la royauté. Elles sont autonomes l'une par rapport à l'autre et critiques l'une par rapport à l'autre. Le judaïsme, par ailleurs, donc, ça donne un certain rapport au pouvoir et à la répartition du pouvoir.
Par ailleurs, le judaïsme, traditionnellement, c'est de ça que j'ai parlé, le judaïsme, traditionnellement, a un rapport extrêmement méfiant à l'idée messianique. C'est-à-dire, il y a de la messianicité qui est à l'œuvre dans le judaïsme, mais elle reste toujours à venir. Elle ne prend jamais une forme déterminée. La rupture entre le judaïsme et le christianisme, entre autres, se joue aussi là, parce que non seulement parce que la figure messianique est incarnée dans le christianisme, et c'est une idée qui est extrêmement difficile pour le judaïsme traditionnel. Pour le judaïsme traditionnel, le Messie, on n'en sait pas grand-chose. Hein. Il ne ressemble à aucune des figures que l'on connaît, à aucune des figures que l'on imagine. Hein. Il n'y a pas c'est-à-dire que c'est un autrement qu'être, hein. C'est un autrement que l'essence. Il n'y a pas d'essentialisation de la figure du messianisme. Sauf que la révolution sioniste, aujourd'hui, à travers l'idée de la souveraineté, hein, parce que le sionisme, qu'est-ce que c'est? C'est la souveraineté. C'est là que se pose la question de la souveraineté. Mais la souveraineté, vous savez, nous, ça fait 70 ans que nous l'avons. Pensez à la France, pensez à l'histoire de la France, à la violence de l'histoire de la France, en rapport compliqué à la souveraineté en France. Nous, on commence avec toutes ces questions. C'est-à-dire que nous faisons retour dans l'histoire depuis seulement 77 ans. Et donc, la question de la souveraineté, comme la question de la sacralité, nous explose au visage. C'est volcanique, ces questions. En France, elles sont plus aussi volcaniques parce que l'histoire fait que la chose a été neutralisée par la République, par l'histoire, par le sang, par la guerre, par le conflit. Mais aujourd'hui, ces choses-là nous explosent au visage en Israël. Et nous sommes en train de se rendre compte qu'en fait, nous sommes assis sur un volcan. Nous sommes assis sur un volcan puisque nous devons nous interroger sur le sens de la souveraineté, sur la question des minorités, sur la question de la violence. Ajoutez à cela que nous sommes dans un quartier très difficile. Et je tiens quand même à le dire, la région n'a pas voulu intégrer les Juifs. On peut dire, oui, le sionisme, il est dans son essence violent. Toute création d'État est violente. Il n'y a pas de création d'État qui ne soit pas violente. La constitution de l'État est un acte violent. Mais la région et le monde arabe et l'arrière-fond musulman, et dans l'arrière-fond musulman, dans sa grande violence, n'a pas voulu intégrer son grand refoulé, parce que ce n'est pas juste le refoulé du christianisme, le judaïsme, c'est aussi un grand refoulé de l'islam. Donc... C'est du passé. Pardon? C'est du passé. Monsieur... Parlez de l'avenir. Monsieur... Et de l'avenir concret. Je comprends que vous soyez fâché, mais je vais vous dire quelque chose. On n'en finit pas avec les spectres du passé. Vous pensez qu'en France, vous avez fini avec les spectres du passé? Quel est l'avenir concret d'Israël? Mais il n'y a pas de problème, mais monsieur m'a posé une question, donc je lui réponds sur vous savez, nos scènes publiques, nos scènes politiques, ne vous fâchez pas, monsieur. Nos scènes politiques, qu'elles soient la scène française, israélienne ou américaine, est assaillie par des retours spectraux. Vous savez, en France, aujourd'hui, on parle énormément de la question coloniale. Vous pouvez dire, parlons de l'avenir. Oui, la question coloniale est en train de rattraper l'espace public français, de le solliciter, de le préoccuper. Les jeunes ne parlent que de ça. Oui, c'est pareil pour Israël. C'est pareil pour Israël. Non? D'accord, non, ok.
Je pense que c'est un acte de guerre, oui. Je pense que c'est un crime de guerre, pardon. Je pense que la prise d'otage est considérée comme un crime de guerre. Vous comprenez aussi que c'est peut-être compréhensible d'une certaine manière. Ce que répondent souvent les chancelleries occidentales, c'est qu'on n'a pas les mêmes attentes d'Israël qu'on a du Hamas. Je ne sais pas trop quoi dire à ça. Moi-même, j'ai des attentes particulières de mon gouvernement. Voilà, c'est des crimes de guerre en tous les cas. C'est des crimes de guerre et les crimes de guerre, vous savez, il y en a tout le temps. Tout le temps. Le droit international, finalement, est assez faible devant les crimes de guerre. La détention de ces otages continue à matérialiser ce crime. Oui, bien sûr. Bien sûr. Tout à l'heure, vous parliez de 70% de la population israélienne, c'est ce que j'ai compris, qui était contre le gouvernement Netanyahou dans son comportement. D'après les sondages en ce moment. Ouais. Et donc, pourquoi la population ne se rassemble pas? Pourquoi il n'y a pas un grand mouvement énorme de la population contre le gouvernement? Et pourquoi ce gouvernement est toujours en place alors que 70% de la population est opposée à ce gouvernement? Il y a des manifestations tous les jours, partout, énormes, probablement, alors, statistiquement, ce sont les plus grandes manifestations de l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire, quand vous pensez qu'il y a tous les samedis soirs 200, 300, 400 000 Israéliens dans les rues, parfois 500 000, en termes de pourcentage et par rapport au nombre d'habitants, c'est énorme. C'est énorme. Donc, les Israéliens sont extrêmement engagés dans la contestation, mais Benjamin Netanyahou a été élu il y a 2 ans et demi, et en démocratie, il est extrêmement difficile de renverser le pouvoir par des manifestations et par de la contestation. J'y crois pas trop, personnellement, à l'idée de la révolution, mais et je m'en méfie beaucoup. Et je pense que de toutes les façons, on en est très très loin dans le contexte israélien de la révolution. J'imagine qu'on l'est dans la plupart des démocraties aujourd'hui, en tous les cas. C'est très très difficile de renverser un pouvoir par les manifestations. Très difficile. Après, vous savez, il n'est pas si... Des révolutions de velours, comme on dit. Oui. Donc, Oui. pourquoi pas Mais madame, la révolution de velours, elle était contre un régime dictatorial. Netanyahou a été élu. C'est pas la même chose. Il est défendu justement par le droit démocratique. C'est très très différent. S'il vous plaît, Oui. quelle société israélienne souhaitent les sionistes religieux messianiques? Ah, c'est une bonne question. Je dirais une forme de théocratie. Une forme de théocratie qui n'a... Écoutez... Qu'ils vivraient comment? Oui, Ils se alors, manifesteraient comment? c'est très très difficile de répondre à cette question puisqu'il n'y a pas d'exemple historique pour eux. Il n'y a pas d'exemple historique. Et je pense qu'ils ne savent pas exactement. C'est-à-dire que, contrairement à l'ultra-orthodoxie, ils ne vivent pas selon... le sionisme religieux ne vit pas selon la loi juive, ce qu'on appelle la halakha, la loi strictement juive. Donc c'est une sorte de mélange de souverainisme radical, d'ultranationalisme, avec la loi proprement juive, bien que, vous savez, la loi juive, d'abord, elle a beaucoup évolué. Elle n'a jamais été codifiée politiquement. Hein, il n'y a pas de politique... on n'a pas tiré une politique à partir de la religion juive. Il n'y a pas de texte, de programme politique à partir de la religion juive, à partir des textes hébraïques, de la tradition proprement juive. Donc, je pense qu'ils sont à la recherche de quelque chose. En tous les cas,
ils se sont installés dans un discours très très critique de la démocratie, voire antidémocratique. Ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'ils croient savoir qu'ils ne veulent pas d'un Israël démocratique, mais ça reste quelque chose qui est appelé à être formulé plus tard. Mais c'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est vrai, c'est vrai. C'est une très bonne question. Vous avez sensibilisé sur la situation d'Israël. Et on constate un peu partout dans le monde le triomphe de l'intolérance et de la loi du plus fort. La question que je pose, c'est comment peut-on trouver les voies d'un sauvetage de la démocratie et qui peut agir dans ce sens. Nous sommes tous concernés, mais enfin, il y a des principes qui sont incontournables. La notion de liberté, par exemple, ce n'est pas la liberté de faire ce qu'on veut, la liberté s'arrête là où commencent les autres. Donc voilà, il y a l'exemple des philosophes qui peuvent apporter des plus-values indéniables, mais il y a aussi des questions des religions et du dialogue entre les religions. Je ne sais pas si je peux répondre à votre question. Ce que je peux vous dire, la société israélienne est une société extrêmement inégale. C'est-à-dire, pas dans le sens nécessairement de l'inégalité sociale, c'est une société, on dit, on a cette expression, on dit la France est un pays à 2 vitesses. La société israélienne est une société à 5 vitesses, à 6 vitesses. Vous avez à côté de la technologie la plus avancée et des universités remarquables et de l'Institut Weizmann et ainsi de suite, et des très très bons hôpitaux. Vous avez des gens qui vivent dans des ghettos comme au Moyen-Âge. Vous avez une tentation théocratique à côté d'une population qui est très attachée à la démocratie et qui conteste et qui manifeste tous les jours. Voilà, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui n'est pas encore déterminé et qui fait l'expérience de l'indétermination tous les jours. Tous les jours. Or, l'expérience de l'indétermination, vous savez, c'est à la fois un risque énorme, mais c'est aussi une chance. C'est aussi une chance. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette chance parfois qui guette d'une autre possibilité, d'un Israël qui va émerger de cette crise et qui va peut-être se doter d'une démocratie remarquable. Ce que j'ai dit tout à l'heure à la radio, j'ai dit que je parle, moi, de l'espace sioniste. Je ne parle pas du sionisme. Je préfère l'expression l'espace sioniste. L'espace sioniste inaugure un certain devenir politique, une certaine vie politique. Or, cet espace sioniste, il est travaillé par des tentations catastrophiques, de mon point de vue, comme celle du sionisme religieux aujourd'hui, ou une grande partie du sionisme religieux aujourd'hui. Pas tous les rabbins et pas tous les membres du sionisme religieux sont aussi happés par cette idéologie messianique, mais l'espace sioniste expose tous les jours à la fois le gouvernement Netanyahou, les ministres orthodoxes, la politique des religieux, et les expose à leur nullité tous les jours. Je veux dire, là, les citoyens israéliens sont en train de se rendre compte de la nullité de l'expérience de la droite dure et de l'alliance avec les religieux au pouvoir. C'est-à-dire qu'ils s'exposent dans toutes leurs limites. Et tout le monde s'en rend compte. Je veux dire, ça va être difficile après. Je veux dire, leur héritage
Je ne dis pas que c'est eux le 7 octobre, mais leur héritage, c'est quand même le 7 octobre. Leur héritage, c'est la catastrophe économique à laquelle qu'est en train de vivre Israël après des années de prospérité unique au monde. Unique au monde. Israël, c'était un miracle économique. L'effondrement des institutions démocratiques est en train de nous frapper, de nous frapper au visage, je ne sais pas si ça se dit en français, dans toute sa radicalité, et donc il y a aussi quelque chose comme une chance d'autre chose et d'un autre avenir dans tout ça. Et alors, une dernière chose que je voudrais dire par rapport à votre question, en tant qu'Israélien qui défend l'horizon laïque moi je souhaite, je l'ai dit beaucoup et je l'ai dit à la radio aussi, je souhaite que les démocrates français, occidentaux, européens défendent aussi la démocratie israélienne, se montrent plus solidaires avec les démocrates israéliens, plus solidaires avec les Israéliens qui manifestent dans la rue, dont personne ne parle ici dans les médias. Personne ne parle ici dans les médias. Nous sommes des centaines de milliers à descendre toutes les semaines, tous les jours dans les rues. Nous sommes crevés, fatigués, et nous avons besoin de la solidarité des démocrates occidentaux. Or, je vais vous dire quelque chose. La gauche, pour parler d'elle, elle a lâché Israël et le camp démocratique en Israël il y a déjà 20 ans. Ça ne date pas de LFI. Elle a lâché le camp démocratique en Israël il y a très très longtemps. Donc, les démocrates européens qui ne cherchent pas, comme LFI ou Villepin, à diaboliser Israël, je pense que les démocrates israéliens qui se battent pour renverser, comme vous dites, le gouvernement de Netanyahou, il faut aussi qu'ils soient défendus par les démocrates occidentaux et par les démocrates français. Et je dois vous avouer que c'est très très difficile. C'est très très difficile. Oui. Moi, je voulais juste vous interpeller en tant que co-religionnaire. Moi, je suis un peu surpris que vous soyez surpris de la collusion, de l'immixtion du religieux. Vous savez qu'on ne vous entend pas. Oui, il faut mettre le micro plus près de la bouche, je pense. Oui, oui, je disais que j'étais un peu surpris que vous soyez surpris de la collusion du politique, de la religion dans la politique, parce que la raison d'être d'Israël, c'est pas, en tout cas, c'est d'être l'État des Juifs ou l'État juif. On n'a jamais su comment traduire Der Judenstaat. C'est pas vrai, c'est l'État des Juifs. Ça n'a jamais été l'État juif, c'est l'État des Juifs, et ça n'a jamais été l'État juif pour Herzl. D'accord, mais la réalité montre que c'est pas tout à fait, c'est pas un État laïque, en tout cas, à la française. En tout cas, puisque... Vous savez, il n'y a aucun autre État au monde qui est laïque à la française. Parce que les États-Unis ne sont pas laïques à la française, et Israël ne sera absolument pas laïque à la française. On est d'accord, alors c'est pas une théocratie, la religion ne gouverne pas, on ne peut pas dire ça, mais pour autant, il y a des choses, par exemple, on ne peut pas se marier civilement en Israël. Et donc Donc, la religion, il y a beaucoup de choses qui passent par la religion. D'abord, sur ma surprise, je ne sais pas si je suis surpris, la religion n'a pas toujours eu la même place en Israël. C'est une évidence. C'est vrai que les fondateurs étaient plutôt ce qu'on appelle des laïcs, en tout cas, étaient plutôt... pour un État séculier, mais ce n'est pas la question, monsieur. Ce n'est pas du tout la question. D'abord, moi, je ne sais... Non, attendez. Oui, je ne sais rien, moi, sur le soi-disant... l'origine profonde du judaïsme. Je ne suis pas sûr que le judaïsme soit une religion et que ce soit une religion aussi déterminée. Vous savez, la religion juive, dans le sens de l'ultra-orthodoxie, est un phénomène historique aussi historique
que le judaïsme de la Haskalah, le judaïsme des Lumières et le judaïsme laïque et le sionisme. Ce sont tous des phénomènes historiques. Il n'y a pas de judaïsme authentique et l'ultra-orthodoxie n'a aucun monopole sur le judaïsme. Aucun monopole sur le judaïsme. Ils veulent nous faire croire que ce sont eux le judaïsme authentique. Ils sont un phénomène qui est né au XVIIIe siècle. Et donc c'est un phénomène aussi... Attendez. C'est pas ce que je voulais dire. Oui, mais pourquoi je vous dis que ce n'est pas la question? Ce n'est pas la question pour une raison très simple. Un État moderne, avec le problème qu'a la société israélienne, doit subir une certaine modalité de sécularisation. C'est ça la question. La question, ce n'est pas pour ou contre un État juif ou un État des Juifs. Ce n'est pas la question. La question, c'est comment on vit ensemble. Quand on est des Juifs un peu laïcs, des Juifs plus religieux, quand on a des non-Juifs parmi nous, quand on est entouré, quand on a les mêmes problèmes que n'importe quelle société au monde et d'autres, qui sont plus spécifiques à l'histoire du judaïsme, c'est là que se pose la question de la sécularisation. Ce n'est pas une question de est-ce qu'on doit être un État juif selon la loi juive que personne ne peut penser politiquement, d'ailleurs, qui n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Vous voulez me dire que vous allez imposer la loi ultra-orthodoxe sur le statut des femmes dans une société moderne comme la société israélienne? Ça ne passe pas et ça ne passera pas. Et ça sera que l'occasion pour plus de conflits encore. Donc nous, la question qui nous préoccupe en tant qu'Israéliens, en tant qu'intellectuels israéliens, en tant que personnes actives dans la société israélienne, c'est comment organiser cette vie en commun aujourd'hui, en référence aussi au judaïsme, pas nécessairement, pas toujours, avec une certaine référence à l'histoire du judaïsme. Et l'histoire du judaïsme, vous savez, c'est pas juste l'histoire de la religion. Le judaïsme n'est pas qu'une religion. Le judaïsme a aussi un vécu historique qui ne se résume pas à la religion. On est une nation aussi. C'est ça le sionisme. Le sionisme, moi j'ai grandi à l'école sioniste. J'ai 57 ans. Je suis le produit du sionisme. Je suis le produit du sionisme parce que mon père a quitté le Maroc par sionisme et il a cru au sionisme comme on croit à une religion. Il a cru que l'émancipation du juif passe par la création d'un État pour les juifs. D'accord ? Et la lecture que nous faisions à l'école de la Torah était une lecture laïque. C'était un livre d'histoire. Ce n'était pas un livre sacré. Vous pouvez me dire que c'est réduisant, que ce n'est pas que ça, qu'il y a une dimension sacrée au texte. On est d'accord. Mais il s'y prête aussi à cette lecture. Et il raconte aussi l'histoire de l'émergence d'un peuple. Et il raconte aussi l'histoire d'une nation. Donc, les enjeux politiques, c'est au-delà du pour ou contre. C'est dans un certain rapport à la religion, mais aussi ça implique une certaine sécularisation de la religion. Oui, tout à fait. Je ne suis pas du tout en contradiction avec ce que vous dites, simplement, les dérives qu'on observe aujourd'hui peuvent trouver leur source dans l'essence même du pays. Enfin, on pourrait dire la chose des pays arabes, c'est-à-dire qu'un pays qui est fondé sur une religion, ou en tout cas dont la raison d'être est religieuse quand même si il y avait du sionisme laïque, etc., c'est une notion qui peut être à discussion. Oui. Mais ces pays-là, ils sont un petit peu bancals quand même. Alors, écoutez, c'est ce que je veux dire. Moi, je ne suis pas contre la comparaison avec les pays arabes ou avec la montée des religions et l'islam. Il n'y a pas de problème. C'est vrai que les États musulmans aussi ne sont pas laïques ou laïcisés ou laïcisables de la même façon. Il se trouve que le sionisme est une autre histoire. Il se trouve que c'est une autre histoire et il se trouve qu'il a été beaucoup plus laïque que n'importe quel État arabe ou musulman, premièrement. Deuxièmement, moi je pense que le travail intellectuel doit toujours tourner autour de la question de la singularité. La singularité de l'histoire du judaïsme et la singularité de l'histoire d'Israël. C'est de ça qu'on parle. C'est une histoire singulière. C'est une histoire extrêmement singulière et elle doit être pensée dans sa singularité. Et le rapport à la religion chez les Juifs, je suis
désolé, ça ne va pas de soi. Nous avons un rapport très compliqué à la religion. Nous n'avons pas toujours été religieux. Il y a aussi une histoire laïque énorme, non seulement dans la modernité. Lisez le grand livre de Gershom Scholem sur les origines laïques, les origines de la laïcité dans les textes hébraïques. Vous savez, c'est compliqué ces histoires. Et donc, je pense que le sionisme est en train de se confronter aujourd'hui à toutes ces questions et il va falloir se battre. Pour moi, il va falloir aussi se battre contre un certain intégrisme juif. Oui. Et c'est en tant que sioniste et en tant que juif attaché à Israël que je me battrai contre l'intégrisme juif. Mais ça va être ça le politique. Mais c'est ça le politique. Ça ne s'arrête jamais. Vous savez, ça ne se termine jamais. Il n'y a pas de réponse apaisante. En politique, il n'y a pas de réponse apaisante. Peut-être, est-ce qu'on peut terminer ce débat qui est en même temps sans fin? Je pense à, tu vas me rappeler son nom parce que j'ai son nom sur le bout de la langue, d'un grand poète juif qui a écrit ce livre extraordinaire qui s'appelle le livre des questions. Oui, Jabès, Edmond Jabès, voilà. Et je pense à un moment du livre des questions où il dit « Si l'herbe est la question de la vie, le sable pourrait bien en être la réponse. Alors j'aurais passé mon existence à harceler le désert. » Vaste ouverture. Harcelons les réponses et on ouvrira sur des questions. Voilà, ben écoutez, en tout cas, merci à vous. Bien évidemment, De Coq de 2 étapes va prendre d'autres initiatives. Nous essayons de faire venir le film Les Guerrières de la Paix en collaboration avec les 400 coups. Je ne sais pas si nous allons y arriver, mais nous essayons de le faire. Et puis voilà, nous vous solliciterons encore par ailleurs pour d'autres conférences et d'autres débats. Merci à vous et merci à vous. Merci. Ça m'énerve chaque fois que je veux citer Edmond Jabès, je ne retrouve pas son nom, c'est incroyable. Je vais quand même me présenter, Franck Aljal. Ce problème de Netanyahou et de ce qu'on appelle l'extrême droite nationaliste, etc., il y avait Lieberman avant. C'est un problème assez ancien. Là c'est Netanyahou qui est sous les feux de l'actualité. Quand vous aviez Lieberman qui disait qu'il faut décapiter les Arabes israéliens. Il souhaiterait les amitiés ici. Oui, bien sûr. Voilà, très bien. Vous avez raison. Sur ces questions, Vous avez raison.